Leadville, je t'avoue qu'à l'époque, je ne connaissais strictement pas du tout la course et donc je me suis un petit peu documenté. J'ai vu que c'était une course, l'année d'avant qui avait été, gagnée par Ryan Sanders, un Sudaf et hem que c'était surtout au trou du cul du monde, au fin fond du Colorado, à 3000 mètres d'altitude, en plein mois d'août et du coup, bah, je me suis mis un petit peu en mode dans le viseur, Leadville, c'est quoi? Donc j'avais jamais fait de 100 miles et dans l'esprit, c'était, comment je vais essayer de préparer au mieux possible, en habitant à Clermont-Ferrand à 360 mètres d'altitude. Donc je me suis documenté et il y avait beaucoup de problématiques. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Course Épique en 2022, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, ça vous le savez, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc désormais rendez-vous 2 fois par semaine. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les 3 meilleures choses que vous pouvez faire et qui ne vous prendront que quelques secondes. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify, et enfin, en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une figure incontournable du trail français et international de ces 15 dernières années, j'ai nommé Thomas Lord-Blanchet. Thomas a notamment écrit certaines des plus belles pages du Grand Trail des Templiers où il s'est imposé à 4 reprises entre 2007 et 2013. Il a également été sacré champion du monde de trail en 2009 et également fini 2 fois dans le top 5 de la Western States, entre autres. Et c'est justement du côté des États-Unis que Thomas va nous embarquer aujourd'hui à l'occasion de la Leadville Trail 100, une course de 100 miles au cœur du Colorado. Thomas va y signer un retentissant exploit alors qu'il s'essayait pour la première fois à cette distance. Plongez avec moi dans ces échanges passionnants, portés par la verve, pour ne pas dire la fougue, de cet athlète hors norme, au précieux franc-parler et à la personnalité si sympathique et attachante. Mais je ne vous en dis pas plus. Thomas va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Leadville de Lumière. Bonjour Thomas, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Thomas, tu es revenu il y a peu, au moment où nous enregistrons cet épisode, d'un stage à Tenerife avec l'équipe ASICS. Vous n'avez pas l'air d'avoir été trop malheureux là-bas, ça va? Ça s'est bien passé? Bah, écoute Guillaume, merci de m'accueillir, au micro. Alors, on n'a pas été malheureux. Alors je vais faire mon français. Ouais, mais bon, il a pas fait super beau. Ouais, il faisait que 23 degrés, c'est ça? Ouais, il faisait 23 degrés, puis on a pris de la pluie quand même, donc moi je suis désolé quand je quitte, mon Clermont natal, pour aller à Tenerife, Un j'attends autre autre chose. standing. Ouais, ah ouais, un autre standing s'il vous plaît, donc non, non, c'était, Le buffet du mardi après-midi était pas super en plus, en la plus, ouais, Macédoine. j'avoue que ça nous a on nous a ressorti une salade de fruits, qui était déjà de la veille, donc non, j'étais pas très content. Mais non, non, c'était un grand plaisir de pouvoir, reprendre un petit coup de soleil dans l'hiver parce que c'est vrai que ça aide à passer l'hiver et puis, finalement quand on est rentré, on est en mode, finalement tout le monde est en t-shirt en France, donc finalement ça se passe, plutôt bien cette fin d'hiver, douce. Et le printemps qui se profile. Voilà, Exactement, les meilleurs jours qui arrivent. exactement. Thomas, on va revenir évidemment plus tardivement sur ton parcours sportif un peu plus en détail. Est-ce que tu pourrais te présenter de façon plus générale et nous dire un petit peu qui tu es pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient peut-être pas pour certains? Alors, bah, si je me présente d'un point de vue générique, Thomas Lord-Blanchet, homme, 42 ans, brun, 1,80 m. Dans la vraie vie, je suis, kiné-ostéo, j'ai un cabinet sur Clermont-Ferrand. Je suis papa de 2 enfants, 2 filles, 12 et 14 ans, donc voilà. Je suis marié à Anne-Sophie, que je connais depuis que j'ai 12 ans et qu'on aura peut-être le loisir d'en rediscuter, tout à l'heure, quand on évoquera, la course et voilà, à côté de ça, bah, voilà, je suis multicarte, j'ai, monté une start-up avec un copain, Run Advisor, qui se développe tout doucement, avec qui on a des perspectives, super enrichissantes sur les 2022. À côté de ça, bah, j'interviens, comme tu l'as mentionné, auprès d'une marque, ASICS, dans ma casquette de team manager, du team, trail. Voilà, grosso modo, ce qui Tu m'occupe. travailles aussi pour une agence, Ibex Alors Outdoor? oui, alors à l'agence Ibex, oui, c'est vrai. Merci de me le rappeler, alors L'homme aux 52 casquettes, j'avais oublié cette casquette-là. Oui, effectivement, j'ai à côté de ça, je suis entraîneur, dans une structure qui est Ibex Outdoor, donc c'est une agence multicarte, mais avec un volet entraînement sportif dans lequel je suis le référent et qui fait également, tout ce qui est, événementiel, accompagnement de stratégies, de communication auprès de certaines marques.
Voilà pour, ouais, grosso modo pour ce qu'il en est au moins des casquettes connues et où les moins connues arriveront, mais j'en ai voilà. La partie visible de l'iceberg, c'est ça. Il y a déjà quoi remplir, je pense, des semaines assez rapidement et assez facilement avec tout Oui, ça. bah, oui, j'anticipe, je sais que j'anticipe volontiers les journées de plus de 24 heures, mais je commence à empiéter sur la nuit, sur certaines journées. Thomas, on va revenir, plus particulièrement sur ta pratique sportive. On va un peu remonter le temps et rembobiner. Est-ce que tu peux nous parler, de la place que tenait le sport dans ton enfance, dans ton adolescence? C'était, déjà très présent et tu vivais déjà au contact du sport de façon très marquée? Ou est-ce que tu tenais à distance, du Alors, sport? ouais, on a un espèce de biais de sélection parce que mes 2 parents étaient profs de PS. Alors, non pas, alors ils nous ont au-delà de l'aspect, culture sportive, je dirais que c'est, des 2 personnes qui ont pu nous avec ma sœur et moi, nous accompagner énormément et être ultra disponibles pour notre pratique personnelle, sportive. Donc on a été des ados, et assez finalement bons parce qu'en gros on a eu le loisir de l'évoquer ensemble, mais voilà, j'ai été en équipe de France de triathlon, jusqu'à ce que je rentre en école de kiné. Voilà, j'ai été, plutôt baigné dans l'univers sport, physiologie de l'exercice, et discuter, planification d'entraînement assez tôt dans ma carrière et puis voilà, on a attaqué l'activité sportive par la natation et très rapidement, en fait, la natation, ça occupe une grande partie de votre temps libre hein, parce qu'en gros, en natation, on est un peu comme dans une stratégie de la gym, où c'est finalement on s'entraîne énormément, alors avec des avantages et des inconvénients, mais je pense que les gros avantages que je peux en retirer finalement au jour d'aujourd'hui, ça va être quand même d'avoir une espèce de ce goût de l'effort et ce goût on va dire du dépassement de soi. Parce qu'en natation, si on n'a pas ce goût de l'effort et ce dépassement de soi, on arrête très tôt. On arrête très tôt Ça demande et beaucoup de discipline, ouais, particulièrement. Enfin, le sport de bon niveau de toute façon par nature, mais mmh, effectivement, c'est plus ingrat peut-être la natation? bah, c'est ingrat parce que, bah, c'est quand même, un seul cadre, assez peu finalement d'interaction avec ses congénères dans la ligne d'eau. Donc Bloup, 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 bloup. voilà, on en reste à peu près sur, je te croise, je te recroise, mais voilà. Et puis voilà, en fait, après moi j'ai une carrière en triathlon. Puis en gros après ça devenait rapidement incompatible avec la course à enfin avec mes études de kiné et du coup la course à pied était peut-être la discipline la plus simple à pratiquer, parallèlement à des études, en école de kiné assez complexes ou complexes, d'une part et puis, finalement assez prenantes quoi. On était sur du 35, plus de 35 heures de cours par semaine donc c'était relativement incompatible avec et de la natation et du vélo. La course à pied était relativement simple et puis, Donc c'est un choix de raison presque, plutôt qu'un choix de cœur? oui, alors non, parce que finalement, je dirais que dans le triathlon, peut-être la discipline avec laquelle j'avais le plus d'appétence, c'était quand même clairement la course à pied, et que, en fait, bon, je veux dire, c'était un choix de raison par rapport à la problématique temps, mais un choix de cœur également parce que finalement, la course à pied, faire que de la course à pied, c'était finalement assez, on va dire jouissif pour moi parce que j'ai toujours voulu que courir. J'ai fait du triathlon parce que j'étais assez bon en triathlon. Je dirais que je me rejoignais un petit peu dans, heu, Laure Manodou qui disait en fait, «Mais non, mais en fait, j'aimais pas nager, j'aimais gagner». Donc oui, on a été un petit peu on va dire entre guillemets, «élevés» un peu à la culture de la performance et de la hiérarchie, sportive, en fait. Donc du coup, rapidement, en gros, mes choix de carrière ont été, tout du moins avant de me mettre au trail, ont été dictés par ma capacité à être performant, d'un point de vue hiérarchique. Ta clé d'entrée sur la course à pied, ça a été donc la route plutôt? Ou très vite le trail a trouvé sa place? En tout cas, qu'est-ce que tu as aimé aussi, au moment d'aller un peu plus, poser le pied sur les sentiers plutôt que sur le bitume? Qu'est-ce que ça t'a ouvert peut-être comme nouveau champ des possibles? Alors moi, j'habite à Clermont-Ferrand, donc on est, Clermont-Ferrand est en bas d'une cuvette, avec, en fait, en sommet, toujours un petit peu cette vision sur le Puy-de-Dôme, qui est pas une montagne, forcément, je dirais majestueuse ou, je vais dire symbolique, mais enfin, elle est fortement symbolique pour les Clermontois, mais on est un point culminant à 1 500 mètres d'altitude, c'est pas non plus, foufou. Mais, on a quand Ça même a de cette l'allure quand même, c'est beau. Moi, j'y suis allé, j'ai fait une course il y a pas très longtemps là, la Directissime, où on ouais? descendait de d'en haut
et c'est quand même, majestueux, moi, je trouve. Tu es Oui, modeste. bah, alors en Tu fait le truc contiens c'est ton côté, ton esprit de clocher, c'est ça? j'essaye de Pour pas pas qu'on être dans la t'accuse, de ouais, régionalisme? voilà, j'essaye de pas être dans le régionalisme pure souche, mais j'avoue que le Puy-de-Dôme a toujours été quand même un petit peu au cœur de ma pratique et quand même malgré tout, même quand je faisais du triathlon avec, bah, peut-être un peu plus cette appétence pour la route, enfin tout du moins cette appétence, ce besoin d'être bon en route, j'avais quand même à cœur je suis venu à la course à pied par le cross, et donc du coup, j'ai toujours été un peu meilleur, et plus de sensibilité vers tout ce qui était un peu labour et nature. Donc voilà, après, je me suis mis au trail plus par défi en mode, bon, de toute façon, j'aime bien courir et ben, je vais tenter un trail parce que à l'époque, on parle des années 2000, début des années 2000, le trail était un petit peu on va dire le défi, sans logistique, puisque la mode à l'époque c'était de faire du raid, donc c'était le gros défi nature sans logistique. Est-ce qu'il y a un moment particulier où tu as eu le sentiment d'avoir, compris que tu avais probablement des aptitudes, et une capacité à performer qui était intéressante et prometteuse? Est-ce que c'est toi qu'on a pris conscience? Est-ce que c'est, le regard qu'on a pu porter, sur toi de par ton entourage, sportif ou familial? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit: «OK, là, ça vaut peut-être le coup que je pousse un peu plus loin parce que j'ai des capacités»? Bah, voilà, comme je te l'ai évoqué juste avant, je dirais à 20, moi j'ai mon premier trail, j'avais 22 ans, et j'étais quand même globalement dans la stratégie qui voudrait que, bah, tu bon quand t'es premier en fait. Pas t'es bon parce que, tu as exploité le plein potentiel de tes capacités en fait. Là, l'idée c'était, bon, bah, j'ai fait le trail, j'étais en mode défi, 55 bancs, 2 500 mètres de dénivelé, à l'époque ça paraissait fou, alors que maintenant quand tu as 20 ans et que tu as pas encore fait l'UTMB, tu es en retard. Mais Il y avait la Rolex à 40 ans et l'UTMB à 20 voilà, ans, c'est ça? l'UTMB, ouais, quand tu pas fait l'UTMB à 20 ans, c'est que il va falloir quand même commencer à y Je sais plus si penser. c'est 40 ans ou 50 ans la Rolex d'ailleurs, c'est peut-être 50. Ouais, on va dire que On a c'est encore du temps, Thomas, 50, j'ai parce que c'est encore, un vrai objectif de vie pour nous, je pense, d'avoir une Rolex. mais non, alors le truc, bah, voilà, je gagne la course et puis, en fait, ce qui m'a évoqué, c'est plus, en fait, en termes de comparaison et de parallélisme par rapport au fait que le deuxième à cette époque-là, était heu, un coureur qui lui, avait l'habitude de faire plus d'épreuves que moi et finalement fait deuxième de cette course-là et un mois après, un mois et demi après, fait quatrième au Templiers. Qui, pour moi, était, la course étalon du calendrier français donc voilà, je gagne, le deuxième fait quatrième au Templiers, bon, bah, c'est évident, l'année prochaine, il y a même pas photo, c'est les Templiers et en me disant, avec heu, non, ouais, avec peut-être pas D'ambition? des ambitions toutes mesurées, mais je me dis: «Oui, finalement, je suis pas si loin que ça du compte», clairement. Tu t'es essayé, à de nombreux formats au fil de ta carrière, évidemment, du kilomètre vertical, au 100 miles. Mmh. S'il y en avait qu'un, quel est le format que tu retiendrais ou ton format de prédilection sur lequel, bah, peut-être à la croisée des chemins entre là où tu, excellais particulièrement et Mmh. puis là où tu prenais le plus de plaisir? Quel est le Alors, format qui te va le mieux? moi, je suis venu au trail pour gagner les Templiers et j'ai, en fait, construit, ma stratégie d'entraînement, ma stratégie je dirais de vie, plus largement parlant parce que, bah, moi je me suis mis, en couple, relativement tôt et que, très tôt en fait les vacances étaient tournées vers, l'objectif, templier. Très tôt les vacances étaient tournées vers, une planification pour être, bien fin octobre donc, je dirais que ma distance de prédilection était, et ben, le 50 miles, tu vois? Donc c'est-à-dire autour de entre 70 et 80 kilomètres à peu près et puis un terrain pas trop montagne, mais quand même un peu montagne, pas trop courant, mais quand même un peu courant. Je dirais que c'est un petit peu ce qui me ressemble, par rapport au fait que je suis issu du Massif central où, c'est de la montagne, mais pas quand même complètement. C'est du plat, mais pas complètement. Donc, j'ai un petit peu, élaboré, dire mon profil en lien avec l'endroit où je m'entraîne et puis les courses dans lesquelles je voulais performer. Est-ce qu'il y a un moment particulier de course que tu aimes plus que les autres ou est-ce que c'est impossible pour toi à dégager? Est-ce que c'est, l'adrénaline du départ, un paysage à couper le souffle, un moment où tu es en pleine aisance et tu es en plein contrôle de la course? Ou est-ce que, finalement tu aimes tout ça dans son ensemble avec ces moments de moins bien, ces moments de mieux? Est-ce que tu arrives à dissocier, les choses qui te plaisent dans l'effort et dans ces courses? Ben, c'est une question en fait, je dirais que les moments, de bien coïncident quand même souvent avec une course aboutie. Et que finalement quand tu as une course aboutie, tu as plus tendance à moins bien te souvenir des moments off.
ou des moments où tu étais pas très bien. Donc, je dirais que les moments où que j'apprécie plus facilement, bah, effectivement, c'est quand tu l'impression que tu as maîtrisé le sujet et qu'à l'arrivée, finalement, tu passes la ligne d'arrivée en disant: «Bon, OK, je suis premier, bah, c'est bien, mais je suis 2, 3, 4, 5, 12, 20». J'ai quand même l'impression d'avoir réussi, à tirer le meilleur parti de ce que j'étais capable de produire ce jour-là et que à partir de là, je dirais que les meilleurs moments, c'est voilà, quand tu commences à prendre conscience que, heu, voilà, le gâteau est pas si mal. Il y a pas la cerise aujourd'hui, mais finalement mon gâteau, je suis assez satisfait de mon gâteau et donc en général, c'est le dernier tiers de course, tu vois? Où tu as vraiment l'impression. Après si je devrais me souvenir, enfin, retenir à un moment donné qui est assez sympa, je trouve, en trail et qui a assez peu finalement dans les autres courses, ou courses à pied qui graviteraient autour de l'environnement course à pied, c'est qu'on a quand même la capacité entre elles à souvent partir de nuit, ou tout du moins avoir une partie de nuit et cet moment où, finalement ça fait quand même un petit peu de temps que tu cours et que le soleil se lève, voilà, tu dis: «Ben, OK, bah, maintenant c'est parti, la journée s'élance», et que voilà, le fait d'être dehors avant le lever du soleil et de voir ce lever du soleil en pleine nature, je trouve il y a quand même toujours une petite symbolique, vers, l'ouverture du champ du possible et toujours une espèce de moment en disant: «Ouais, en fait, on n'est pas grand-chose, ce soir, ça va quand même se coucher, donc je vais essayer de passer une belle journée». On va beaucoup parler, de la Leadville 100 aujourd'hui, à l'occasion de cet épisode. Tu as couru évidemment, bon nombre d'autres courses, mémorables un peu partout, sur le globe, en France, mais aussi ailleurs. Je vais te demander de façon assez, express, en mode quiz un peu, de me dire quelles ont été, pour différentes raisons, les courses qui t'ont particulièrement marqué. La course la plus exigeante que tu aies connue jusqu'à maintenant? Je dirais que Grand Raid ouais, le Grand Raid. Je pense que j'ai pas du tout le profil. Le timing, pour moi, pour préparer le Grand Raid, il est pas bon. J'ai ma femme est prof, j'ai 2 filles, donc globalement, le gros de la préparation se passe globalement en été et c'est presque la partie de l'année où j'ai envie d'être le moins disponible pour m'entraîner. Donc, Grand Raid, pour moi, c'est clairement la course qui m'a posé, qui me posera, j'en sais rien, parce que j'en sais rien si je me remettrai un jour au départ, mais qui me pose le plus de problèmes et dans laquelle j'ai l'impression d'être le moins apte. La course la plus surprenante? La course la plus surprenante, En bah, bien je ou en dirais pas bien d'ailleurs, une ouais, bah, surprise? alors ça va pas être forcément très, très changeant, mais je dirais que Leadville a été surprenante dans plein d'aspects, on y reviendra, mais dans l'aspect avant, pendant et après. La course où tu t'en es particulièrement mis plein les yeux? Il y en a beaucoup, j'imagine? Ouais, il y en a beaucoup, Le plein Grand Raid les yeux. encore? Alors Ouais. le Grand Raid, oui, clairement. Alors bon, je vais la classer dans la catégorie des courses, mais je dirais que c'est la PTL. J'ai jamais très bien performé sur des courses ultra de distance, à Chamonix, donc j'avais toujours un peu à cœur de me dire: «OK, un jour, va quand même falloir que je passe une ligne d'arrivée à Chamonix» et j'ai eu l'occasion, d'un timing, parfait avec, 2 amis proches qui m'ont permis d'arriver, sur la PTL. Ouais, clairement, c'est quand même une course à part, et là, j'en Qui ai eux-mêmes vraiment connaissaient bien la montagne d'ailleurs, ils t'apportaient mmh, aussi toi cette connaissance sur laquelle tu te sentais peut-être moins à ta main, c'est ça? ouais, Vous étiez clairement, très complémentaires comme profil? voilà, on était complètement complémentaires et c'était les deux profils, de mes 2 collègues étaient juste mes bons de sortie, mes bons de sortie. C'est-à-dire que c'était un guide de haute montagne et un cardiologue. C'était à peu près mes 2 bons de sortie autorisables par mon épouse. La course sur laquelle tu as connu la plus grosse défaillance? La panne moteur, monumentale, que tu as pas vu venir? L'UTMB, j'y allais avec des ambitions, très rapidement qui ont volé en éclats et que oui, grosse panne moteur à Courmayeur. Et enfin, la course que tu n'oublieras jamais, s'il n'en restait qu'une, la première que tu raconteras à tes petits-enfants, on saute une génération, par laquelle tu commences? Je pense que la première course que j'oublierai, je pense jamais, c'est peut-être, je vais dire mes 1res, ma première victoire aux Templiers parce que c'était, en fait l'aboutissement d'un processus, je dirais de choix de carrière, de choix de vie, de choix de sport, et donc finalement ça a bien performé à ce moment-là, donc je dirais que 2007 avec cette première victoire aux Templiers, ouais, je pense que je m'en souviendrai un petit peu tout le temps, ouais. Une question encore relative aux courses en elles-mêmes. Quels sont pour toi les ingrédients pour que la course soit réussie? Qu'est-ce qu'elle doit avoir à tout prix? Je pense que pour qu'une course elle soit réussie, il faut que les ingrédients, heu que celui qui va mettre les ingrédients dans la préparation soit conscient des ingrédients qu'il met. Je dirais que je m'explique, c'est-à-dire que je pense qu'une course, elle est réussie parce qu'elle correspond
Alors, ouais, un profil physiologique certes, mais aussi un profil de vie. C'est-à-dire que, bah, justement, je t'évoquais le grand raid où je pense que je serai jamais bien prêt parce que à un moment donné, j'ai pas envie de m'entraîner beaucoup, beaucoup l'été. Ben, faut que ça soit, faut bien que ce soit assimilé par l'athlète ou par le coureur quand il va préparer et mettre cette course-là sur sa préparation parce que une course, elle impacte une phase de préparation. Et moi, je prends autant de plaisir à m'entraîner pour la course que faire la course. Et j'estime que pour une course, elle soit réussie, il faut que ce soit un espèce de package complet entre préparation pour cette course-là et la course. Et auquel cas, il faut que cette préparation, elle s'inclue bien dans la vie de tous les jours de la personne. On va refaire un petit bond dans le temps, mais cette fois, on revient à aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler justement de la place que tient la course à pied à titre plus personnel aujourd'hui? On sait que tu t'es mis en retrait de la compétition depuis un certain nombre d'années. Malgré tout, il peut t'arriver en tout cas d'être tenté ou de réaccrocher de façon très ponctuelle 4 épingles et puis mettre un dossard au milieu. C'est quoi ce qui te donne envie de parfois te dire que tu peux y retourner et au-delà de ça, dans ton quotidien, quel est ton rythme aujourd'hui de course et à quel point ça vient s'inscrire dans ta vie et dans Bah, parmi toutes tes casquettes? je dirais que moi, la course est en fait pour moi est structurante et équilibrante, parce qu'à un moment donné, je pense que quand je cours pas suffisamment, souvent ou régulièrement ou tout du moins quand j'ai pas à un moment donné une stratégie d'évasion, physique de mon quotidien, je crois que je suis rapidement chiant, heu Et de mauvaise humeur ou pas? et pas de Aussi? mauvaise non, Non? bah, de mauvaise humeur oui, peut-être, je vais être complètement, pas du tout objectif avec moi, mais je pense que je dois être, assez pénible à vivre et que du Justement, coup j'ai un témoignage de ta femme que j'ai enregistré qui va que je vais faire écouter à tout le monde maintenant. Ceci est un mensonge. non, mais voilà, je pense que alors, je pense que c'est équilibrant, la course à pied actuellement. C'est hygiénique parce qu'on est vite sédentaire dans nos vies de citadins urbains. Donc, je pense que c'est bien et c'est hygiénique, au moins d'aller essayer de se mettre, cette petite dose de course à pied. Puis moi, je pense que par rapport à mon quotidien où j'accompagne quand même beaucoup, beaucoup de coureurs, je baigne quand même beaucoup dans la course à pied, bah, c'est surtout crédible de continuer à pratiquer. Donc voilà, ça me permet quand même de garder un pied dedans, de continuer à avoir un discours cohérent avec, les tendances du moment, les courses du moment, les parcours, Toute ainsi la de suite. légitimité qu'il faut, Mmh, préserver cette légitimité au-delà de l'expérience, être, mmh, up to date, exactement. encore dans le coup. Et donc justement, tu nous l'as dit en introduction de cette introduction, tu es aujourd'hui, coach pour ASICS notamment et tu accompagnes, un certain nombre de coureurs. Quel plaisir toi tu y trouves et quel est ton moteur derrière ce rôle? Et puis, si tu devais synthétiser, c'est l'exercice pas forcément très simple, mais en deux trois notions ou deux trois valeurs, qu'est-ce que tu as envie qu'à ton contact, les personnes que tu encadres, avec quoi ils doivent ressortir? S'il y avait deux trois idées clés, qu'est-ce que toi tu veux leur transmettre de ton savoir? Bah, en fait, moi, là, en gros, là, il y a 2 casquettes effectivement d'accompagnement général. Je dirais que sur la partie, ASICS, mon accompagnement, il est plus en lien avec on va dire une personne ressource. Donc ça serait, de l'entraînement, mais aussi par exemple des choix de course, des choix de carrière, des choix de matériel, des choix de planification, de façon un peu plus large. Pour la partie IBEX, je dirais que mon accompagnement, il était plus en lien avec un une suite logique d'accompagnement par rapport à l'athlète blessé. J'avais, bah, quand même beaucoup, beaucoup de problématiques avec, la personne qui est blessée. Elle a souvent, la plupart du temps, en lien avec des erreurs d'entraînement et que, en gros, au lieu de m'arrêter dans mon accompagnement une fois que la personne, elle peut reprendre l'entraînement et ben, en fait, continuer à l'accompagnement, continue, pardon, à l'accompagner pour éviter de réitérer les mêmes erreurs d'entraînement. Donc, proposer finalement un accompagnement plus général de, avant, pendant et après la blessure. Voilà, ça serait l'idée. Après pour tout ce qui va être, des conseils généraux pardon, ça serait, je dirais que, au jour d'aujourd'hui, il faut vraiment comprendre que la course à pied s'inclut dans une pratique, enfin dans une pratique, dans une vie, souvent très prenante et que, sans rester on va dire que, une pratique loisir. On peut être performant, mais il faut quand même que ce qu'on disait, c'est que, le sport doit être au service, de votre vie en général et pas l'inverse, quoi. Et que, je dirais que la pratique du sport et notamment du trail qui reste quand même une discipline complètement mineure, j'aime bien reprendre une, des phrases ou tout du moins des idées Éric Lacroix
qui était sur l'aspect, en fait, il y a une grande différence entre réussir sa vie et être performant. Donc j'essaye quand même d'inculquer ça un petit peu à ceux qui pourraient, avoir envie de m'écouter ou et que globalement, en gros, faut quand même rester dans un truc, dans une pratique équilibrante. Dernière question de cette première partie, Thomas. On l'a dit, également, tu es, entrepreneur, donc tu as développé avec, des fidèles partenaires l'application Run Advisor. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a tu as décidé à lancer dans ce projet? Habituellement, on sait que des initiatives comme celle-là sont portées par un besoin personnel, parfois inassouvi. On se confronte à quelque chose en se disant: «Mais ça n'existe pas, moi j'en ai besoin, il faut que je me lance». Puis est-ce que tu peux nous en dire plus sur les services qui sont aujourd'hui proposés par Run Advisor? Alors là, clairement, Run Advisor, on est dans la stratégie de la startup, en mode, j'ai un de mes plus chers amis, en fait, qui a eu, une expérience, on va dire fluctuante, oui, ou tout du moins réussie avec une première startup. Et donc il cherchait à remettre le couvert sur une startup, en lien avec, notre sensibilité, commune qui était en lien avec la course à pied. Donc, tu sais, tu as toujours ce pote avec qui tu cours et tu dis: «Ouais, tu trouves pas ça serait pas une bonne idée si on faisait ça?» Et que, bah, à un moment donné, ça a été une espèce d'alignement des astres et qui dit: «Bah, non seulement c'est une bonne idée, mais en plus on va le faire». Et donc C'est du coup Mathieu, là, c'est ça, Mathieu c'est Fillon? Mathieu Fillon, voilà, et avec qui on a partagé, du pacing de marathon, des sorties en montagne, et que l'idée générale du projet, c'était, ouais, ben, et si on proposait une application couteau suisse tout en un avec, justement, une aide au choix de chaussures, un calendrier, des magasins, tout un environnement running friendly, autour de la course à pied, le restaurant, l'hébergement. Avec une Et dimension communautaire très marquée voilà, aussi? avec une ind plus on va dire, plus on participe à l'application, plus on capitalise des points qui vous donnent des avantages, sur, une plateforme communautaire. Et voilà, plus on participe à partager ses parcours, plus on participe à partager ses bons plans, plus finalement on a une capacité à grandir un cercle vertueux pour capitalisant des avantages, sur nos partenaires. Et que voilà, l'idée c'est justement, moi je suis très, Hem, je donne assez facilement. Et le concept de partager son territoire, partager ses bons plans, partager son point de vue sur la pratique, je trouve que pouvoir le réunir dans une application, c'était assez, ouais, c'était vraiment ce qui m'avait, motivé à poursuivre cette aventure-là. Tout se passe comme prévu? Vous êtes, en ligne avec votre, roadmap et la trajectoire que tu imaginais? Ouais, alors on a eu une première année finalement assez, enfin, on va dire, Le avec Covid dans les dents? ouais, avec une conjoncture, favorable, puisque finalement on s'est retrouvé avec pas mal de temps libre, puisqu'on a lancé en 2019. Donc, en 2019 tout le monde avait un peu de temps, enfin fin 2019, début 2020, donc tout le monde a eu beaucoup, beaucoup de temps. Donc on a eu du temps pour peaufiner les choses et lancer correctement la fusée. Et là, la fusée, alors, il y a des hauts, des bas, hein, c'est le principe même de la start-up, hein. Mais globalement, si on prend, un laps de temps relativement long, on est plutôt plutôt largement au-dessus de notre guideline. Très bonne nouvelle. Merci beaucoup Thomas pour, cette, première introduction. On va passer maintenant à notre rubrique de la basket chinoise. C'est un format de portrait chinois version sportif des 3 questions de cette basket chinoise. Si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu? Un personnage fictif, OK, je dirais que personnage fictif, je sais pas s'il est très fictif, mais Ah, tu un héros d'enfance? non, mais je dirais que là, actuellement, je suis en train de regarder une série et j'aime bien les Peaky Blinders. Donc je dirais que le personnage, principal, Tom, j'aime bien sa vision des choses avec, ce côté un petit peu, des fois un peu junkie, mais en gros, quand on veut avoir gros, faut miser gros. Et je serais un peu là-dedans. J'ai pas vu la série, mais j'ai en tête qu'ils n'ont pas l'air très fréquentables quand même, J'ai l'impression que tu es un peu plus fréquentable qu'eux. Ah, au moins en pa Au moins au en moins en apparence. façade, au moins en façade. 2e question, si tu étais un animal, lequel serait-il? Et ben, je vais prendre un ibex. Je ne sais pas ce Heu que c'est, figure-toi. et Je savais que c'était voilà, un animal, juste mais c'est pas et juste oui, une bah, agence, je c'est je aussi un t'avoue, animal. je sors ma science, mais on va dire que là, on est complètement dans de la culture avec la confiture. Non, ibex, moi non plus, quand j'ai eu Simon l'associé, dans la structure, ibex, et en fait, c'est un animal, grosso modo, on est dans le petit chamois. Ça doit être mignon. Oui, c'est mignon, ça, voilà, mais Est-ce qu'on en c'est trouve en Auvergne ou pas? non, non, je crois Ah, pas qu'on en trouve en Auvergne. Non, en Auvergne, on trouve souvent des choses qui nous ont été, rapatriées d'ailleurs. On fuit l'Auvergne.
À tort, j'en suis sûr. Exactement. Dernière question de cette basket chinoise. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive, tout sport, toute époque confondue, pour lequel tu aurais une admiration peut-être particulière ou un respect en tout cas sur son parcours sportif ou peut-être plus généralement, sa personnalité, sa façon d'être? Alors moi j'aime bien enfin les sportifs pardon qui sont, entre guillemets pas les tauliers mais des pionniers, qui ouvrent la voie, et qui, donnent, en gros, qui ouvrent le champ du possible par rapport on va dire au peloton et aux à leurs non contemporains, mais qui la voie est tracée. Donc là en fait on en a plein, ça peut aller du navigateur, ça va aller jusqu'à mais je veux dire si on reste un petit peu dans l'univers course à pied, je dirais qu'un Émile Zatopek qui a ouvert une vision différente de la course à pied, un Kylian Jornet avec une vision bien avant, je pense que, on se rendra compte peut-être, bien plus tard que Kylian a marqué bien plus que simplement le Des sport performances, qu'uniquement via ses performances. Voilà pour globalement ce qui tournerait un petit peu autour de l'environnement proche, de la course à pied. Merci beaucoup Thomas, le moment est venu de parler de ta course, épique, la Leadville Trail. J'hésitais entre dire «la» ou «le», tu vois? Est-ce qu'on dit, comme c'est un ultra, on dit «le», puis c'est comme c'est une Alors course, je on dit crois qu'on «la». dit Je suis la un ouais, parce que comme on dit, c'est comme la race, comme Ouais, on est on va comme on francisi qu'on on aime bien, franciser tout ça, donc comme c'est la Leadville Race, parce qu'on dit une race, donc ouais. moi la Leadville, ouais, je dirais que pour moi. Allez, bon, je ferai peut-être, je me planterai peut-être une fois ou 2, mais en tout cas, ouais, je vais essayer de rester sur le «là». Donc je vais planter le décor de cette course, donc la Leadville Trail 100, c'est un ultra qui est organisé chaque année depuis 1983 près de Leadville au Colorado, donc aux États-Unis, sur un parcours de sentiers et de forêts et de chemins de montagne au cœur des Rocheuses, et c'est l'un des événements de trail les plus célèbres aux États-Unis et dans le monde. Le parcours de ce format 100 miles, soit 160 kilomètres, est composé d'une boucle en aller-retour de 50 miles chacun, donc pour un dénivelé total d'environ 4800 mètres, tout cela à une altitude qui oscille entre 2800 et 3850 mètres. De manière générale, moins de la moitié des participants arrivent au bout de la course dans la limite des 30 heures qui sont autorisées. Une particularité notable de la course, et tu vas y revenir un peu plus tard, Thomas, les coureurs ont la possibilité d'être accompagnés non pas par des paisseurs, mais par des mules sur la boucle retour, mais tu vas nous raconter un peu plus en détail. Et donc voilà, cette Leadville, elle est accessible sur tirage au sort et elle a réuni en 2012, année de ta participation, donc ça fait déjà 10 ans. 795 athlètes qui étaient venus de 43 États des États-Unis et quand même aussi des coureurs issus de 16 autres pays que les États-Unis. Et au rayon palmarès, donc un fait qui est particulièrement notable, aucun Européen et aucune Européenne n'avait réussi à s'imposer sur la course entre donc sa création en 1983 et l'année de ta participation près de 30 ans plus tard. Voilà, on est tous incollables sur la Leadville. Mais avant de nous plonger dans cette course, il y a une rubrique qui chatouille un peu dans l'épisode et dans ce podcast qui s'appelle la question qui pique de course épique. Voilà, c'est une question très gentiment piège et évidemment très bienveillante. Tu me connais, que je pose à chacun de mes invités. On est en ce moment donc en pleine période olympique, puisque après les Jeux olympiques qui sont clôturés il y a quelques jours, qui ont été illuminés côté français notamment par les performances de Quentin Fillon-Maillet, on est actuellement en pleine période de Jeux paralympiques où l'équipe de France s'en sort très bien aussi. L'occasion rêvée donc de mêler cette thématique olympique et l'État américain où se tient la Leadville, le Colorado. Donc la ville de Denver, qui est la capitale du Colorado, elle connaît depuis les débuts des années 70 une relation qui est pour le moins contrariée avec l'olympisme et plus particulièrement avec son comité d'organisation. Est-ce que tu saurais me dire pourquoi? Alors là, j'adore ce genre d'anecdote, je vais pas tourner autour du pot, je n'en sais strictement rien, mais alors je suis tout oui. Eh bien écoute, figure-toi, alors c'est devenu un peu plus commun aujourd'hui, mais Denver a été la première ville de l'histoire qui a refusé les Jeux olympiques après les avoir obtenus. D'accord. Donc elle a été désignée en 1970 pour accueillir les Jeux olympiques d'hiver et dans le dossier de candidature, il était prévu, enfin il était annoncé en tout cas que 80 des installations existaient déjà et en fait ce joli scénario, il s'est fracassé un peu à la réalité économique puis la volonté d'un homme politique, Richard Lamb, qui a découvert qu'en fait, le budget avait été totalement sous-évalué, donc de 20 millions de dollars, qui à l'époque était énorme puisque le budget avancé était de 15 millions. Et donc il a forcé l'État du Colorado, ce cher Richard, à demander à ses électeurs, donc le 7 novembre 1972, qui était aussi le jour de l'élection présidentielle américaine, de se prononcer sur la question de savoir s'ils étaient OK pour mettre la main au portefeuille afin de régler l'addition subitement salée de ces Jeux de Denver. Et donc voilà, Richard Nixon a été élu président américain et pendant ce temps-là, 6 habitants du Colorado sur 10 ont dit non à ces Jeux en parallèle. Et donc la semaine suivante, le CIO a retiré les Jeux à Denver, comme le prévoit le fameux article 36 de la Charte olympique que tu connais évidemment aussi bien que moi. Et donc voilà, et donc en fait, ils ont dû redistribuer ensuite ces JO de 1976. Donc il y avait 4 villes qui étaient en lice, et notamment Chamonix. Je ne sais pas si tu le savais, mais c'était une des villes qui avait été envisagée, et c'est finalement la ville autrichienne de Innsbruck qui a été retenue OK. pour les
les JO de 76, qui est une très bonne année puisque c'est mon année de naissance aussi. Donc voilà, c'est une année qui m'est très chère. Donc voilà, je ne sais pas si on peut traiter de Denver de dernier dinosaure de l'olympisme, mais une chose est sûre, en tout cas, ils ont ouvert la voie à des nouvelles villes, puisque depuis, il y a des villes comme Oslo, Innsbruck à nouveau, Saint-Moritz, Sion, qui ont refusé les JO d'hiver qui sont tenus en Chine là, donc tout récemment. Et Boston, Budapest, Hambourg, Rome et Munich ont passé aussi leur tour pour 2024, ce qui fait bien notre affaire, puisqu'on est quand même bien content d'avoir ces JO à Paris dans Après, quelques années. je t'avoue on nous a jamais demandé combien ça nous coûterait, hein. Oui, Mais alors ça, il y a un petit chèque, faut commencer à économiser, je pense. En tout cas, moi, je suis parisien, je prévois un ah petit ouais, supplément sur mes taxes foncières ouais, dans ouais, les mois et années à venir. ouais, bon, tu auras plein d'installations. Tu es content? Exactement, je suis absolument ravi. Allez, c'en est fini de cette question qui pique. Le moment est venu de rallumer la flamme de ta course épique, mon cher Thomas, et de faire ce petit bond en arrière. Est-ce que tu peux nous raconter finalement la genèse de cette course et comment elle s'est présentée, l'opportunité de participer pour toi à cette course, puisque c'était pas tout à fait prévu à ton agenda? Ouais, bah, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que cette course, alors, bon, effectivement, avec du recul, je me dis que c'était une évidence, mais pour le coup, quand il a fallu la choisir, en fait, je l'avais pas choisie. À l'époque, j'étais pas chez ASICS, j'étais chez Salomon et en fait, en début de saison, on fait plus ou moins notre choix de course et en disant, «J'aimerais bien faire ci, celle-ci», ainsi de suite. Moi, j'avais choisi de faire la CCC, sur lequel à l'époque, c'était un espèce de mini tremplin avant de dire: «OK, bah, la prochaine fois je ferai l'UTMB», mais en gros, j'ai senti quand même que, chez Salomon, ils étaient pas forcément très motivés que je fasse la CCC. On était déjà beaucoup à faire la CCC et que mon profil était finalement assez peu, valorisable, sur une CCC et donc ils m'ont dit: «Non, toi, on aimerait bien que tu fasses Leadville». Et Leadville, je t'avoue qu'à l'époque, je ne connaissais strictement pas du tout la course et donc je me suis un petit peu documenté. J'ai vu que c'était une course, l'année d'avant qui avait été, gagnée par Ryan Sanders, un Sudaf et que c'était surtout au trou du cul du monde, au fin fond du Colorado, à 3000 mètres d'altitude, en plein mois d'août. Donc à l'époque, j'avais mes 2 filles, qui étaient relativement jeunes. Elles avaient, 4 et 2 ans et ma femme qui était prof. Donc il a fallu, entre guillemets «amener la truc» en mode, et ben, l'année prochaine, on va aller faire les enfin là on va aller faire Leadville. Donc moi, il était hors de question que je me pointe, pour une course à 3000 mètres d'altitude tout seul. Donc en gros, j'ai dit à Salomon: «OK, par contre, c'est femme et enfants et puis on un petit peu avant parce que 3 semaines, ou mois d'acclimatation». Il me dit: «Non, non, mais pas de problème». On arrivera, à caler on va dire le projet L'agenda de tout le monde, le tout à voilà, fait. le projet, famille Laure Blanchet là-bas et que du coup, bah, je me suis mis un petit peu en mode dans le viseur, Leadville, c'est quoi? Donc j'avais jamais fait de 100 miles et dans l'esprit, c'était, comment je vais essayer de préparer au mieux possible, en habitant à Clermont-Ferrand à 360 mètres d'altitude. Donc je me suis documenté et il y avait beaucoup de problématiques. La course, elle a un lien particulier avec la France, et plus particulièrement avec les Templiers, dont tu as écrit évidemment, certaines des plus belles pages. Est-ce que tu peux nous raconter, c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est quand même une façon de boucler la boucle. C'est très tendance la boucle à Leadville d'ailleurs, Mmh. et C'est vrai, c'est vrai. Alors en fait, pour la petite histoire, en allant faire Leadville, moi j'allais faire Leadville avec, ma femme et mes 2 filles. OK dans un projet un peu plus global, mais heu, en regardant un petit peu plus de plus près, en gros, je fais Leadville et puis je me rends compte que quand même il y a une certaine, ressemblance avec les courses un peu à la mode templier. Et en fait, c'était pourquoi? Parce que, Gilles Bertrand, l'organisateur des Templiers, avait anticipé, enfin avait tu avais dû voulu f faire, ouais. ouais, il avait voulu faire la course des Templiers en, en mimétisme des courses à l'américaine et les courses à l'américaine, c'est effectivement, beaucoup de courses où en fait ça court quand même pas mal. Et lui, il avait fait un voyage aux États-Unis et il est tombé amoureux finalement de cette vision de la course à l'américaine. Pas mal de courses, enfin pas mal de parties roulantes où on court. On est clairement en mode, la course à pied est un moyen de locomotion et ça c'est je te parle, je pense que c'était, bah, donc c'était avant 1995 et donc en découvrant ces courses-là, il a voulu, impulser, on va dire, ce même profil de course sur les Templiers et sur le plateau du Larzac, qui ressemble quand même relativement étrangement à, un plateau du Colorado et pour la petite histoire, mais en fait, moi, je fais Leadville et à l'arrivée de Leadville, je vois, Gilles Bertrand et Odile Baudrier, à l'arrivée.
eux ne savaient même pas que je faisais la course et moi, bien entendu, je savais même pas qu'ils étaient sur la course et donc ça a été un petit peu comme quoi quand tu veux aligner les astres, tu y arrives. Je me suis dit en gros, je viens faire, Leadville, pas forcément comme, 1 choix, beh, finalement en fait, je me reconnais complètement dans cette course-là parce qu'elle représente en fait finalement la en un peu plus long ce pourquoi je suis venu au trail et en gros venir passer la ligne d'arrivée, et trouver sur la ligne d'arrivée, Gilles Bertrand et Odile Baudrier, voilà, j'ai trouvé trou c'était juste Il y a un assez, bel alignement, ouais. ouais, c'était juste un alignement parfait. Est-ce que tu peux nous parler des 3 semaines qui ont précédé, donc le départ de la course et ton arrivée en famille? Est-ce que tu as réussi à bien, prendre possession, des lieux, du terrain et à tirer déjà des premiers enseignements sur, ton état de forme, sur, comment la course pouvait, se présager pour toi? Et ben, en fait, quand j'ai su que finalement la course, donc départ de Leadville, c'est la ville la plus haute, des États-Unis, donc ça serait du voilà, La c'est la plus ville haute, Haute, hein, pas la plus haute. On est oui! d'accord? Ah non, alors par contre pas du tout, par contre. Oui, Pas du tout. c'est plutôt minier, c'est ça, hein, de ce que j'ai Ouais, on compris, est ouais. voilà, c'est en fait, pour la petite histoire, l'idée de la course était, 80 kilomètres, demi-tour et on revient par la même route, et les 80 kilomètres qui consistaient finalement à aller jusqu'à la mine pour aller, découvrir en fait, Winfield. Winfield, c'était c'est le demi-tour de Leadville et bah, l'idée c'était que d'arriver suffisamment en avance pour m'acclimater à l'altitude et donc dans cette stratégie-là, moi, j'ai consulté, je suis quand même quelqu'un qui est un peu jusqu'au boutiste et que du coup, quand, il y a une problématique hypoxie, ou tout du moins course avec une dominante altitude, je me suis rapproché de quelqu'un que je connais, plutôt très bien. C'était Vincent Pialou qui était, à l'époque, qui avait fait sa thèse, sur l'entraînement en hypoxie en altitu avec, entraînement en altitude et du coup, je il m'a un petit peu drivé sur ce modèle-là et il m'a dit: «Bah, pour moi, si je voulais performer, je louais une tente hypoxique et puis je dormais, 3 mois sous la tente à il me dit: «Honnêtement, tu auras pas une plus-value par rapport à y aller un tout petit peu plus avant, dans la mesure où ton but c'est pas d'être bon en altitude. Enfin le but c'est pas de te servir de l'altitude pour être bon en plaine. Ton but c'est d'être bon en altitude, dans une course en altitude. Donc tu gagneras forcément à gagner un petit peu d'acclimatation et de temps d'acclimatation». Donc finalement on est parti, début juillet pour une course, à peu près mi-août et l'idée c'est qu'on a fait en fait par palier. On est arrivé, on a été dans un premier temps à Salt Lake City et avec une course de préparation. Puis en fait après nous on est monté à Boulder, qui était à 1 800 mètres. Puis après on est allé à Breckenridge, qui était à 2 200 mètres. Et puis en fait, puis après on a terminé 2 semaines à Leadville. Donc en fait on y allait très très progressivement, de façon à avoir une acclimatation intéressante et surtout une capacité à pouvoir continuer à s'entraîner. Il y a notamment, au-delà du parcours, il y a 2 petites particularités, dans la course que j'ai, évoquées tout à l'heure. La première d'entre elles et la plus, essentielle, c'est, cette notion de mule. Est-ce que tu peux nous Mmh. dire en quoi, elle diffère donc de la notion de pacer qui est peut-être, plus connue en tout cas et que chacun a peut-être plus facilement en tête? Et puis nous raconter comment toi, ton casting s'est organisé parce que c'est quand même, Mmh. assez étonnant la façon dont ça s'est passé. Et le deuxième point, une fois que tu m'auras raconté tout ça et que tu auras partagé ça avec nous, peut-être sur la barrière horaire qui est un peu particulière puisqu'il y a, une barrière horaire en fait, sur la course et pas de différents points d'étape. Enfin voilà, nous raconter un peu, comment c'est Et ben, organisé. en fait, les courses à l'américaine, en fait, on a une capacité à pouvoir, être accompagné et cet, accompagné, en gros, pacing, c'est le meneur d'allure et ce meneur d'allure, il y a 2 stratégies. Si on prend des courses comme à la western où on a un meneur d'allure simple, c'est-à-dire que le coureur est autonome et il peut courir à un moment donné, au 80e kilomètre avec quelqu'un qui lui fait cette allure-là. Donc là, on a ce qu'on appelle du pacing. Donc on n'a pas le droit de tout enfin le paisseur n'a pas le droit de toucher ou aider le coureur. Donc le coureur porte lui-même son matériel et la différence avec Leadville qui est le mulling, alors le mulling, c'est justement le paisseur qui peut lui être, une aide au port du matériel, sac à dos, ravitaillement, c'est pour ça que souvent les photos sur Leadville en fait, les gens sont souvent, assez vite, dévêtus. Heu et sans aucun ravitaillement sur eux. Donc la partie mulling, en fait, c'est intéressant à Leadville parce que finalement on peut changer de mulling, enfin de muller au fur et à mesure de la course et puis chaque, heu, chaque capacité à pouvoir changer son de stratégie est intéressant parce qu'il y a une partie qui est un peu plus vallonnée, donc peut-être qu'on prend quelqu'un qui est,
qui est peut-être plus à l'aise en montagne pour porter le matériel, et puis une partie qui est un peu plus roulante, donc peut-être que là, on va prendre quelqu'un qui a la capacité à pouvoir courir un peu plus vite. Et ben moi, en fait, mes pacers, qui m'ont porté aussi mon matériel, en fait, ont été plus ou moins un non-choix. Et je me rends compte que finalement, dans la vie, on fait avec ce qu'on a et pas avec ce qu'on enfin, on fait avec ce qu'on a au moment où on doit l'avoir. Et moi, en gros, ben, à l'époque, c'était Anna Frost avec qui on voyageait beaucoup parce qu'on était souvent sur les mêmes événements. Et en gros, je devais, finalement, avoir une stratégie d'accompagnement de la part de l'équipe Salomon. Manque de bol, il y avait une épreuve, concomitante avec le Leadville qui était, Pikes Peak Marathon. Et donc une bonne partie de l'équipe est allée à Pikes Peak Marathon et a laissé, Thomas Lorblanchet, sa femme et ses 2 filles en mode, «Mais tu vas t'en sortir, t'inquiète pas». Anna est restée là parce qu'à l'époque, pour la petite histoire, que ça reste en off, hein, On bien le répète à entendu, personne, hein. Je compte voilà. sur nos auditeurs. Elle était en couple avec Anton Krupika, donc du coup, forcément Anton Krupika, qui était aussi sur Leadville, a permis que Anna Frost reste aussi également à Leadville. Et mettre des Mais non, somnifères, dans tes alors non, non, dans c'est le pas allé jusque non, 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 pas non, je non, non, plaisante. ah et même mais pour coup, Anna Frost m'a quand même bien aidé puisque finalement c'est elle qui s'est occupée de gérer un petit peu toute cette partie, meneur d'allure. Donc Elle a casté elle pour a toi, mouillé, voilà, en elle a plus. casté, elle a mouillé le maillot, pour une bonne partie, et puis elle m'a trouvé, Soli, quelqu'un qui était assez bien bâti pour justement porter bien plus que simplement mon ravitaillement. Donc bon, ça a été une expérience, je pense inoubliable, parce que justement, je pense que la c'est encore plus beau quand c'est partagé, quoi. Et que les courses à l'américaine ont cette capacité à justement à transcender, les émotions parce que justement, elle est partagée toute la journée. Et l'autre petit point de détail, c'est ça, c'est qu'on a 30 heures pour faire la course et donc il y a pas de Ouais. point, il y a pas de barrière horaire intermédiaire, en gros. Si tu as fait, 120 bornes sur les 120, au bout de 30 heures, tu t'arrêtes là et puis, voilà. Alors c'est moi quand je suis arrivé, c'était assez bluffant parce que je les trouvais tous un peu, kékés, les Américains, à se trimballer dans la ville avec leur ceinturon, finisher, du 100 miles de machin, finisher de la Western Bidule. J'ai dit: «Oh non». Enfin bon, OK, ça faisait un peu genre, je viens chercher mon dossard avec, le t-shirt, de la course d'avant, quoi. Et je trouvais qu'il y avait une certaine, en gros, il y avait une grosse valeur ajoutée à cette espèce de ceinturon. Et en fait, avec du recul, j'ai compris pourquoi, parce que en gros, il y a effectivement un cut de 30 heures, et ce cut de 30 heures, quel que soit, en gros, au moment où vous en êtes, si vous faites 30 heures et 5 secondes, si vous êtes à 50 mètres de la ligne d'arrivée, bah, vous serez pas classé, quoi. Donc Sachant faut que 30 heures, faut c'est peu, hein, c'est ça, tu m'expliquais c'est dans Tirage clairement préliminaire, peu. c'est moins de la moitié du Eh ben, double, oui, des et ouais. enfin, moins ouais, c'est C'est-à-dire ça, que, moins du double. moins de la moitié du double, moins l'âge du capitaine divisé par le pi. La racine carrée Mais de 3, ouais. non, Bon, c'est en moins de fait, 30 heures moi, versus, 16 heures à peu près pour les premiers, c'est ça? voilà. Et donc moi je fais 16h20, je fais en gros 16h20, sur la course, donc ça veut dire que moins de 30 heures, et ben, enfin à 30 heures, tu as clairement pas fait, plus du double du vainqueur. Donc si on faisait ça sur pas mal de courses en Europe, on aurait, ouh là là, ça serait le tollé général, parce que si on enlève, à l'UTMB, si au bout de 40 heures on classe pas, ceux qui sont derrière, ça en fait une bonne partie. Et donc du coup, finalement, on se rend compte que le fait que, ben, vous êtes finisher classé sur la Leadville, bah, clairement ça classe une certaine, catégorie de coureurs, quoi. Et au bout de 30 heures, alors ce qui est marrant, c'est que le départ est donné avec un coup de fusil. Donc le vainqueur a la cartouche du départ, et à l'arrivée, les 30 heures sont clôturées au coup de fusil, et la cartouche est donnée au dernier. C'est beau. C'est beau. Donc voilà, c'est tous ces petits trucs. Moi, j'accorde énormément d'importance à la symbolique, aux images, ça fait énormément de valeur ajoutée, je trouve, à l'histoire de la course. Et tous ces petits trucs là, j'adore moi. Quand je vais sur les courses, j'adore ce genre de petites Le petit supplément symboliques. d'âme, ouais, Ah ouais, effectivement. Ça en dit ouais, c'est beaucoup juste sur l'esprit de ouais, ceux qui l'organisent. exactement. Thomas, je pense pas qu'on l'ait dit, mais c'est la première fois, que tu t'essayais au format, 100 miles. Mmh. Est-ce que c'était possible pour toi d'avoir des ambitions, très claires? Alors, et si oui, est-ce que c'était, des ambitions de victoire? Et puis, juste pour parler de la start list, est-ce qu'il y avait,
des concurrents? Bah, tu as parlé d'Anton notamment. Est-ce qu'il y avait certains concurrents que tu regardais un petit peu du coin de l'œil, en tout cas, tout particulièrement? Est-ce Alors, que tu peux nous dire un peu dans quel état d'esprit tu étais, d'un point de vue plus performance? ah bah, à cette époque-là, il y avait pas le classement ITRA, donc on connaissait pas trop les valeurs vraiment intrinsèques des gens. Donc j'avais bien des noms, Nick Clark, des gens qui faisaient référence à l'époque sur le circuit 100 miles américain. Donc j'avais, Anton, en plus à Anton qui avait à l'époque, comme pacer, il avait, Dakota Jones et Scott Jurek. Donc du coup, toi tu arrivais avec, bon moi mes pacers je les connais pas encore, mais Anna Frost s'en occupe. Donc c'est vrai que pour le combat était assez vite perdu d'avance. Mais du coup, oui, j'avais pas forcément de j'y allais vraiment quand je suis sur une ligne de départ, j'ai pas de complexe, hein. Donc je pars du principe que si je suis sur une ligne de départ, c'est que j'ai une capacité à pouvoir être performant. Donc du coup, j'y vais sans complexe. Après malgré tout, c'était mon premier er 100 miles, donc j'avais quand même, sans complexe, mais avec une Un certaine, soupçon de prudence peut-être un peu plus qu'à l'habitude? Ou ouais, un peu de exactement, réserve? Mmh. ouais, de la réserve complètement. Et que du coup, alors c'est un espèce de 100 miles un peu qui m'allait quand même bien dans mon profil. Si on part sur on je partais pour faire autour des je voulais faire moins de 17 heures, donc je partais quand même avec une stratégie qui globalement, était sur, voilà, c'était à peu près à peu près le double de ce que je fais habituellement. Donc c'était pas non plus, stratosphérique par rapport à mon format habituel. Chose qui est plus compliquée, par exemple, dès qu'on commence à courir 20 heures, 25 heures, comme, un grand raid, comme un UTMB. Donc, j'étais quand même sur un profil qui pouvait m'arranger. Mais après, clairement, j'ai eu la chance du débutant en mode, voilà, je m'étais bien préparé, j'avais à peu près identifié les paramètres, qui allaient être pesants pour la gagne. Donc, oui, j'étais quand même, à peu près bien préparé. Et surtout, je pense, j'y allais avec, des ambitions, mais la peur. Et que la peur, évite de faire des erreurs. Ça y est, nous sommes le 18 août 2012, donc le grand jour est arrivé. Enfin, c'est plutôt la grande nuit puisque, le départ se fait, à 4 heures du matin. Est-ce que tu peux nous projeter un peu dans le contexte et l'atmosphère dans laquelle tu es sur la ligne de départ? Donc, on est en pleine nuit, j'imagine, c'est compliqué de profiter du décor, mais, je crois que c'est aussi, enfin, j'ai lu que ça avait été un moment qui avait été, assez émouvant pour toi, au cœur de cette, ancienne ville minière, qui vit, beaucoup autour de la course. Ouais. Quel souvenir tu gardes de cette, ligne de départ? Bah, en fait, la ligne de départ, c'est la ligne de départ à l'américaine, hein. Il y a une arche, une banderole, on est loin de la cérémonie, de départ de l'UTMB. Et la nuit a été, suffisamment, reposante, mais pas tant que ça. Le stress, premier er 100 miles, ainsi de suite. Et que du coup, on vit dans un espèce de mobil-home, beaucoup, beaucoup de mobil-home, à Leadville. C'est pas la ville la plus riche des États-Unis. Donc on avait, réussi à louer un espèce de mobil-home. Donc je dormais dans ce mobil-home avec, mes 2 filles et ma femme. Voilà, ouais, grosse appréhension, le réveil qui sonne à 2 heures. On commence à préparer, à déjeuner rapidement. Et puis on va à pied, sur la ligne de départ. Et puis là, on sent que l'atmosphère un petit peu, alors fortement symbolique, parce que, les gens qui sont aux manettes de la course sont très, très, à cheval sur tout ce qui va être, respect des valeurs, respect des coureurs qui sont sur la ligne de départ. Mais avec, cet esprit un petit peu à l'américaine sur le trail, à savoir on fait les choses sérieusement sans vraiment se prendre au sérieux. Donc, voilà, on moment solennel, mais plus solennel intérieur par rapport à, pas vraiment de fioriture autour. Est-ce que tu peux nous raconter, les premiers kilomètres de la course ou les premières dizaines de kilomètres? Puisque tu avais décidé, tu nous l'as dit, de partir avec un tout petit peu de réserve. Malgré tout, le rythme, ça rigole, pas tant que ça. C'est plutôt soutenu. Donc comment se passent, ces 1 dizaines de kilomètres? Alors les premières dizaines de kilomètres en fait c'est assez roulant. Alors, c'est assez roulant jusqu'à au moins jusqu'au 60e. Donc, je dirais que les premiers kilomètres, entre guillemets, «me favorisent» par rapport à des gens qui couraient un peu moins vite. Parce que moi, j'avais quand même le profil de quelqu'un qui court plutôt bien. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, on suit le pourtour d'un lac, avec, rapidement, en gros, cette grande ligne droite, en fait, qui est assez symbolique sur Leadville. En fait, les photos, pour ceux qui ont eu l'occasion de voir les photos, c'est une espèce de ligne droite de 10 kilomètres quasiment de route qu'on longe, et que, voilà, le jour se lève à ce moment-là aussi. Donc,
toute cette première partie qui se fait de nuit, on se rend pas trop compte et que donc ce qui est assez marrant, c'est que, comme en fait les 80 kilomètres du retour sont exactement les mêmes, en fait on a vraiment l'impression, que c'est un deuxième parcours au retour parce que, il y a pas mal de parties qu'on a fait de nuit, qu'on va faire de jour. Donc, le départ est assez, oui, est assez, comme tous les ultras d'ailleurs, la première heure on la voit jamais passer. Tu continues donc cette première boucle, tu es plutôt aux avant-postes, ça se passe bien. Il y a Anton qui, par contre, fait le trou, juste après le kilomètre 53 Mmh. dans une ascension. Toi, tu es comment? Quelles sont tes sensations à ce moment-là? Et est-ce que tu prends le parti de garder, ton allure et puis de mener ta course à ta main pour l'instant? Ben, là, en fait, il prend le dessus sur cette ascension ou qui finalement lui correspond assez bien parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus montagneux. On est quand même à 3000, au départ, on est à 3002, ça va monter à 4002 on a un 1000 mètres globalement d'ascension sur une route, enfin sur un chemin alpin, et que du coup, lui, voilà, il est vraiment dans son élément. Moi, je suis quand même dans ma partie où, bah, on n'a toujours pas fait le demi-tour, on est toujours pas au 80e kilomètre donc c'est pas là que ça va se jouer pour moi et je prends le parti de vraiment monter, à mon rythme et vraiment sans vraiment me mettre dans le dur. Je laisse l'écart. Est-ce que le décor, il est, absolument magnifique? Enfin, est-ce que ce que tu vis là autour de toi, est-ce que c'est, absolument somptueux avec ce lever de soleil et tout ça? Est-ce que tu as vraiment l'impression de vivre un moment, très privilégié? Oui, parce qu'en fait, tu es vraiment dans un décor. Alors, on trouve toujours des espèces de raccords entre des sur ces paysages qu'on connaît plus ou moins, mais là, on est de l'autre côté de l'Atlantique, on est à 3000 mètres d'altitude, on est dans un contexte un peu particulier et qui fait que, voilà, on apprécie quand même la chance de pouvoir évoluer dans une atmosphère assez épurée, et en fait, on est clairement la terre des grands espaces. Voilà, là, c'est les États-Unis, terre de grands espaces, la ligne d'horizon pas coupée, voilà, on est vraiment dans le truc où, voilà, on se rend compte quand même qu'on a une étendue devant nous qui est difficilement, transposable, sur un territoire européen. Ça donne super envie, hein. Franchement, là, j'ai des images, je dois pas être le seul là, mais non, c'est fou et là, non, mais l'imaginaire qu'on a des États-Unis Ah et oui. du Colorado, ça Mmh. marche à tous les coups. Enfin, en tout cas, Ah oui, oui, chez clairement. moi, c'est, Mmh. j'ai l'impression là, je visualise bien la scène. En tout cas, je l'imaginais. Tu boucles donc la première boucle Oui, c'est un mot qu'on a beaucoup utilisé aujourd'hui, les 80 premiers kilomètres, donc à la 2e place. Puis tu constates, à ce moment-là que l'écart avec, Anton bouge plus vraiment. Donc mmh, tu décides, d'appuyer un peu l'effort pour essayer de revenir sur la tête et donc tu vas faire la jonction un peu plus tard, aux environs du kilomètre 100, sur Anton, c'est ça? c'est ça. En fait, bah, au demi-tour, on se rend compte clairement de l'écart. Alors pour la petite histoire, ça a été arrêté, hein, mais au demi-tour avant, on nous pesait. Donc on nous pesait à la remise des dossards et on nous pesait au demi-tour pour, comparer, combien on avait perdu et s'ils estimaient qu'on avait trop perdu, on devait, s'arrêter pour boire. Donc c'était totalement débile parce que quand on regarde maintenant les études scientifiques sur le sujet, il y a pas aucune corrélation entre, le poids perdu, et le degré d'hydratation, mais bon bref. Mais bon, pour le coup, c'est arrêté. Mais bon, c'était assez marrant parce que ça rajoute encore Au folklore? à Enfin, ouais. au folklore de voilà, du demi-tour. Mais là, en fait, finalement, je me rends compte que l'écart est pas si conséquent après avoir eu un montée, une descente et je me dis: «Ben, voilà, je pense que l'écart peut rester comme ça». Et je vois quand même, on se rend compte quand même de la de la de la tête des gens, en fait. On voit qu'au demi-tour, il est devant, mais il est beaucoup moins facile que ce que je peux l'être et donc je me dis: «Bon, de toute façon, je pense que je vais le revoir» et là, en fait, là, c'est la partie où, Anna Frost prend le relais et là, en fait, au demi-tour, on commence à récupérer l'épaisseur. Donc Anna Frost me fait mon premier relais, donc bah, on remonte, chose complètement débile, on remonte ce qu'on vient de descendre parce que quand même, il faut comprendre que le demi-tour est juste en bas de la descente, hein, donc on Évidemment. fait le demi-tour et on remonte exactement ce qu'on vient de faire, hein. Donc donc du coup, Anna Frost, me fait mon pacing et puis du coup, voilà, me donne pour le coup, une très, très bonne allure, sur la montée et je commence à tout doucement, grappiller un petit peu mon écart avec Anton et que au final, je me dis: «Ouais, on commence à être bah, derrière, ils sont un peu loin et puis devant, je suis en train de revenir». Donc voilà, on continue à construire, correctement les choses. Tu fais la jonction, alors selon la police ou l'organisateur, j'ai lu que c'était au kilomètre 100 ou 110. Ouais. Comment ça se passe justement cette jonction? Est-ce que vous avez, un temps d'échange, d'observation ou est-ce que toi l'idée c'est de assez vite, essayer de décrocher Anton?
Alors en fait, je reviens sur Anton, où à ce moment-là, il est pacé par, Scott Jurek. Donc là, ça fait toujours un petit peu, ah ben, voilà, je reviens sur lui et puis, bon, Scott Jurek, je connaissais plus de noms que de je sais pas, ça a pas été un contemporain de ma pratique, de sportive, donc je connaissais parce que je m'intéresse énormément à l'histoire du sport en général, et encore plus en particulier du trail. Mais du coup, Scott, je connaissais un petit peu son passif avec la western, sa vision des choses, et que du coup, quand je reviens sur Anton, bah oui, il est accompagné de Scott, donc on reste un petit peu ensemble, mais plus pour récupérer finalement entre guillemets moi de l'effort que je viens de faire. Et puis je me rends compte que globalement, de toute façon, en 5 kilomètres, j'ai repris tout mon écart. Je sais que ça fait quand même pas mal de temps que je vais finalement, je vais plus vite que Anton, donc j'ai tout intérêt finalement à rester un petit peu avec lui sans forcément casser mon rythme. Mais je sais que j'avance dans une stratégie plus rapide que lui. Tu prends donc la tête de la course ensuite. Est-ce que Mmh. c'est une position évidemment privilégiée, hein, on est forcément content d'être à cette place, mais est-ce que, avec, une distance que tu connaissais pas en tout cas, à l'époque, est-ce que ça te met une pression un peu différente? Ou est-ce que tu as quelques interrogations sur cette notion de gestion? Ou est-ce que tu surfes sur, cette espèce d'élan et de confiance parce que, bah, globalement les voyants sont tous au vert? Bah, alors les voyants sont ouverts. J'étais toujours dans cette stratégie d'être un petit peu en dessous, en dessous, en dessous, en dessous, et puis là on commence à être, dans des chemins qu'on reconnaît du départ, et qu'on se dit: «OK, bon, je sais où exactement où j'en suis». Alors des fois, si on est dans le dur, c'est très compliqué, mais là, moi, j'étais quand même dans un mode où je contrôlais bien, mon allure, je contrôlais bien mes sensations, j'étais bien ravitaillé, je continuais à bien pouvoir manger, à m'alimenter, donc je commençais à revenir dans des kilométrages que, voilà, je me dis: «Il reste 40 kilomètres, c'est pas non plus, voilà, c'est pas la mer à boire», et qu'au final, je commençais à avoir une ambition, de passer la ligne premier, ouais. La suite de la course se passe donc, sur le même, du même acabit, en tout cas sur le même élan et tout se passe très bien et à une quinzaine de kilomètres de la fin, les sensations sont pas forcément évidentes et donc tu as une espèce de situation assez paradoxale où, le parcours commence à te paraître quand même, un peu interminable et tu en vois pas le bout et paradoxalement, le chrono, est juste hallucinant et la performance, enfin sur ces 15 derniers kilomètres, a posteriori en tout cas tu vas le réaliser, est de très haute facture puisque c'est vraiment une des meilleures, performances qu'il y ait pu y avoir sur les 15 derniers kilomètres de la course. Mmh. C'est comment tu vis, bah, ces tout derniers kilomètres justement? Qu'est-ce qui prend le dessus? C'est la difficulté et la lassitude, psychologique et mentale ou est-ce que c'est aussi encore les bonnes sensations physiques qui font que tu arrives à tenir l'allure finalement, Bah, là, en fait, tu vois, on arrive aux 15 derniers kilomètres. En gros, globalement, il reste 2 heures de course. Donc, en gros, ça fait 14 heures que je cours. Heu, c'est relativement nouveau, en fait, pour moi, puisque du coup, moi, j'avais toujours été un petit peu autour des 10 heures, maximum 10 heures, allez 10, entre 8 et 10 heures max. Donc là, c'est nouveau. Donc j'ai des sensations nouvelles en termes de douleur, en termes on va dire de stratégie, d'alimentation. Tout est un petit peu nouveau en fait, mais heu, mais quand même dans ma tête, j'avais mon plan de marche, je savais très bien où j'en étais, je savais que j'étais en train de faire un bon chrono, que tout était encore ouvert. Alors la difficulté, je veux dire, c'est j'en ai discuté souvent avec, des gens, qui ont l'habitude d'ultra, ou des Kylian Jornet, des François Den, et que clairement devant en fait, les gens ne souffrent pas moins que derrière, en fait. C'est juste qu'ils ont une acceptation, une capacité à accepter la douleur un peu supérieure à ce que, en fait, l'ensemble du peloton va le faire. Et que, hem, bah, je me rends compte que oui, je suis défoncé, oui, j'ai mal aux jambes, mais je suis quand même dans une stratégie et dans un chrono où je sais que je suis en train de faire quelque chose de bien. Et donc du coup, on me dit: «Bon, bah, écoute, quitte à ce que ce soit bien, et ben, on va faire en sorte que ce soit très bien». Et donc du coup, je me suis un peu pris au jeu, et finalement, effectivement, je fais les 15 derniers kilomètres plus rapidement que le record, de la course, qui était de Matt Carpenter et qui était de 15 heures à l'époque, qui était 15h40. Et donc je finis extrêmement bien, ouais. Donc ouais, mais je me suis un peu pris au jeu, clairement. Enfin, il y avait pas besoin de faire ça pour avoir une course aboutie, mais là, elle était encore plus aboutie parce que j'avais vraiment l'impression de maîtriser mon sujet. Il y a ensuite donc le petit moment, surprise, surprise avec, Gilles et Odile, Ouais. sur le bord de la route à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Toi, tu conclus donc ces 160 kilomètres à une, formidable et géniale première place après 16 heures et 29 minutes de course et donc tu deviens le premier Européen
à triompher sur ces terres américaines. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu as franchi la ligne? Qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit tout de suite? Bah, en fait, j'étais content déjà de retrouver ma famille et de retrouver mes filles et avec ce petit pincement au cœur où je me dis: «Bah, peut-être que là, je suis en train d'écrire une des plus belles pages de ma carrière» et en fait, elles se rendent pas forcément compte de l'enjeu et de la symbolique des choses et pour autant, je suis super content, de retrouver les miens. Effectivement, je vois Gilles et Odile, toujours le truc un peu tout hyper bluffant, et que je vois aussi, Depa, donc Depa, c'est, un speaker de l'UTM un speaker, que les gens connaissent, alors les Espagnols connaissent beaucoup, c'est le speaker de Zegama, de la Transvulcania et que pareil, de façon complètement, anecdotique, il était là, également en me disant: «Beh, qu'est-ce que tu fais là? Et oui et toi?» Donc c'était assez marrant de voir tous ces gens qui ont un peu, jalonné ma carrière à se retrouver, au même moment à 22 heures à 21 heures du soir en plein fond du Colorado, donc ouais, je suis assez content de pouvoir avoir en fait, avoir cette course assez aboutie et d'avoir maîtrisé les choses. D'avoir maîtrisé j'aime bien, avoir, cette capacité à me dire: «OK, j'avais quelque chose à faire, je suis en parfait petit soldat, j'ai fait les choses propres, ça s'est bien passé, je valide ma première expérience sur 100 miles» et voilà, j'étais vraiment content d'avoir du projet, en fait. C'est comme Hannibal dans l'Agence Touriste là qui dit, «J'adore quand Exactement. un plan se déroule sans accroc», là on est là-dedans. Tu avais pas le Mais cigare mais j'avais pas le c'est l'idée. cigare, ouais, mais j'étais exactement voilà, le plan sans accroc, c'était exactement la l'image qui vient. Après la fin est très, 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 très longue parce que comme tu le disais, en fait, on fait l'aller-retour donc voilà, les 3 derniers kilomètres, tu sais vraiment ce qui te reste. Est-ce que ça a eu, une portée supplémentaire, d'être le premier et encore aujourd'hui, le seul Européen à y avoir triomphé? Bah, alors tu sais, ces statistiques, pour l'instant le seul, machin, en fait, on s'en rend plus compte après coup que pendant. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que, j'ai eu presque plus de félicitations quand le bouquin, comment il s'appelle? Born to Run est sorti enfin est sorti, non, a été traduit en français. J'ai eu presque plus de félicitations, post, traduction du À froid, livre, ouais, c'est ça, ouais, ouais que et dans que, l'instant. Mmh. voilà et que, tout cet aspect, le chrono, en fait, on se rend compte du chrono et de la qualité du chrono quand, finalement, bah, le chrono on se rend compte que les années passent et que le chrono baisse pas forcément donc on se dit: «Ben, voilà, c'est ouais, en fait, finalement, on a fait un truc pas mal, en gros, ce jour-là». Quelles ont été, tu penses, les clés de ta victoire? Qu'est-ce que tu penses que tu as un peu mieux fait que les autres? Un peu mieux fait, je pense que j'avais la capacité à vraiment cibler un objectif et que, en 2012, on était quand même déjà un petit peu dans cette stratégie de faire beaucoup, beaucoup de courses et que moi j'avais un espèce de projet d'été qui était, gagner Leadville et que, j'ai ciblé ça de façon assez entre guillemets «rigoureuse» et ça a occupé une bonne partie de mon année à préparer ça correctement et convenablement, que ça s'inclut bien dans, mon travail, dans ma vie familiale et ainsi de suite et que ça a été, peut-être ça qui a fait que, ça a créé de la virtuosité autour de ce projet. Est-ce que c'est une course qui a tenu toutes ses promesses? Oui, bah, bien au-delà parce que je pense que ça m'a fait découvrir, le trail à l'américaine. J'y allais pas forcément je ce qui est assez paradoxal, c'est que j'y allais pas forcément avec, à la recherche de réponses à des questions, mais finalement quand je suis revenu, j'avais beaucoup, beaucoup de questions et ça m'avait un peu, éduqué vers, ce que je voulais faire sur le restant de ma carrière. Donc elle a eu quand même un impact assez majeur dans ta trajectoire. Oui, clairement, oui, oui. Non, non, ça m'a eu je pense qu'il y a eu il y a eu un après et un avant Leadville. Hem, non pas forcément sur l'aspect sportif, mais sur l'aspect, vision de la discipline. Question, toujours très difficile, s'il y en avait qu'une, l'image que tu retiendrais de cette Leadville? S'il y en avait qu'une, oh, je pense que quand ma femme m'attend, sur la ligne d'arrivée. Parce que, ma femme, en fait, on se connaît depuis qu'on a dès l'âge de 12 ans et qu'on a partagé, ben, finalement bien plus de choses ensemble que séparément et que ça rajoutait une sacrée belle pierre à notre construction commune. Merci beaucoup Thomas d'être revenu avec nous sur, cette Leadville. On va parler, maintenant un tout petit peu d'avenir.
Est-ce que tu peux nous Oui. donner les grandes lignes de ton année 2022? On sait qu'il y a beaucoup justement de composantes dans ta vie professionnelle, personnelle, sportive. Quels sont tes grands rendez-vous de l'année? Qu'est-ce que tu as envie de réussir? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en tout cas de réussir cette année? Non, mais mes grands rendez-vous, si je prends mes grands rendez-vous sportifs, je me suis inscrit dans un truc débile, fin juin sur de l'ultra distance en cyclisme. Donc, je pense que je vais faire en sorte d'éviter de doubler mon kilométrage, fin juin, uniquement avec la course. Donc essayer de réussir à trouver du temps pour préparer cet événement. Voilà, après d'un point de vue plus, professionnel, on est sur un agrandissement de mon cabinet, donc que tout se passe bien, qu'on arrive à ouvrir à temps. Et puis après d'un point de vue accompagnement sportif, que ce soit sur la structure, Run Advisor, Ibex ou ASICS, voilà, que tout arrive un petit peu à se mettre en osmose et à être, on va dire, virtuose, vers avoir un cercle vertueux avec toutes ces activités-là, et que, voilà, je continue à trouver du temps d'être entreprenant. Parce que je pense qu'à un moment donné, plus on est entreprenant, et plus on est proactif et plus on est vivant. On crée les conditions du succès en étant Exactement, actif, en entreprenant, en testant des choses. exactement. Thomas, je te propose de conclure cet épisode et c'est ma dernière question avec non pas le mot de la fin, mais le motto de la fin. Est-ce que tu aurais une devise, une citation qui est un peu l'expression de ta philosophie de vie? Alors, moi j'en ai plein, et puis j'adore, j'adore ces petites phrases qui sont finalement anodines, et puis quand on y réfléchit plusieurs fois, on se rend compte qu'il y a un petit peu de fond. Je dirais que je sais pas de qui c'est, mais ça guide souvent ma pratique. Je dirais qu'il n'est pas nécessaire d'être bon pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Parce qu'au final, on se rend compte que, ben, ce que je disais, en étant entreprenant, on est vivant. Heu, ce motto, je dirais que, je enfin dire: «Donne du cœur à l'ouvrage». C'est important d'y mettre du cœur, effectivement. Merci beaucoup, Thomas. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci infiniment de nous avoir fait revivre avec toi cette victoire qui a été marquante à plein des égards, donc au-delà de la seule performance, mais voilà, de ton parcours sportif, pardon. Mais aussi au-delà de ça, ça a été un moment de famille, je pense que j'imagine inoubliable aussi. C'est des moments privilégiés d'avoir Mmh. du temps avec sa famille pour vivre ça. Et puis ça donne encore plus de saveur d'avoir des beaux succès devant ceux qu'on aime. Merci aussi d'avoir trouvé du temps pour Course Épique dans ton agenda qui est extrêmement chargé. C'est vraiment une chance pour mes auditeurs et pour moi d'avoir pu t'entendre partager cette course qui a, comme toutes ces grandes classiques américaines, a une saveur et un exotisme bien particulier. Il n'y a pas à dire. Ils savent vraiment y faire et nourrir notre imaginaire, ces Américains. À tous les coups, ça marche. Voilà. Donc, écoute, je conclue cet épisode en te souhaitant plein de bonheur et puis plein de belles choses dans la suite de tes aventures personnelles, familiales, sportives, professionnelles. Voilà, dans tous les registres, je te souhaite de pleinement t'accomplir. Merci Guillaume. Et ben, au plaisir d'écouter. J'avoue que je commence à être un fervent adepte des podcasts. Alors j'avoue que celui-là va quand même fournir un footing relativement long pour le podcast, hein. C'est l'idée, c'est bien de prendre le temps. C'est comme ça qu'on va en profondeur. Et puis voilà, tu as beaucoup de choses à partager. Donc c'est très plaisant en tout cas. Merci pour ton temps, Thomas. À très bientôt. À bientôt. Salut. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes ou sur Spotify. Cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.